Alors c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. On a fait ça aussi à l'époque sur les deux tours d'horloge au Paul Ricard, début des années 90. Et c'est un très très grand moment. Et puis surtout on se regarde les autres et qui c'est qui va en premier. On est à la fois sûr de aussi le process pour enfin, la procédure pour démarrer la voiture pour pas faire de bêtises. Parce qu'on est excité, voilà, on va arriver en courant, mais il faut à la fois avec toutes ces voitures, certaines avec carburateur qui sont vraiment un petit peu compliquées à faire démarrer, il ne faut pas faire trop déçu. Ça, de toute façon, le safety car les attend un peu plus loin. Peut-être un bon dernier. Ce qu'on n'arrive pas trop, ce qu'on n'arrive pas trop à voir là, en tant que commentateur, c'est le bruit étourdissant que ça fait. Je vous garantis qu'à chaque fois que ce plateau 4 ou les autres plateaux derrière aussi, les 5 ici, quand ça part, c'est énorme. Henri Pescarolo l'a souligné, Stéphane Ortelli l'a souligné. Quel pied pour eux de rouler sur le vrai circuit des 24 heures. Les pilotes de renom, les pilotes d'expérience ne s'y trompent pas. Hein. Parmi les noms aussi qu'on aimerait citer, il y a la Ford GT40 numéro 21 hein, qui figure d'ailleurs très bien sur la grille de départ puisqu'elle est en 6e position de Rollgut, grand collectionneur devant l'éternel. Mais lui, c'est plutôt la couleur qui l'intéresse. À partir du moment où c'est bleu et orange, couleur Gulf, il collectionne. Il est associé à Stuart Hall, qui est un sacré pilote d'endurance. Et puis, parmi la liste des engagés aussi sur une Porsche 904, on a vu que Stéphane Ortelli était lui aussi présent. On a sur la numéro 41, Casper Elgard, qui lui aussi est un sacré pilote de l'endurance. Donc, du niveau dans cette catégorie. Alors, vous avez vu que la voiture orange, la numéro 8, avec David Hart, était partie bien plus tôt que la 17 qui était en pole position avec Sean Lynn. Il a attendu sur la ligne droite et du coup, eh bien, il perd ici une position. Il se retrouve 3e, mais il a bien fait d'attendre pour éviter d'être pénalisé. Lorsque le safety car s'est effacé, Hart a eu un petit peu de mal à se mettre en route, au contraire de... Non, l'inverse. Lynn a eu un petit peu de mal à se mettre en route au contraire de Hart. Et maintenant, voilà, tout est rentré dans l'ordre. C'est parti pour 43 minutes d'une course qui s'annonce extrêmement serrée. On l'espère, comme hier avec ces voitures, et notamment celle-ci, la découverte, la Roadster, modèle à part dans ces GT40, la verte, là derrière la rouge. Équipage portugais Maceo da Silva, qui est à la poursuite de Guillermo Ferrao, le numéro 61. Et en vitesse de pointe. Et puis devant, c'est côte à côte aussi entre Cottingham et Sean Lynn, les deux Britanniques. Ça tourne à droite au bout. Sean Lynn a réussi à garder l'avantage de sa pole position. On se souvient hier qu'il partait dans la première course également en pole position, mais qu'il avait perdu pied dès les premiers virages et pointé à la 5e place. Alors bien évidemment, beaucoup d'explications possibles, mais c'est souvent le fait de rater un rapport tout bêtement qui vous fait perdre pied, tant les performances de ces voitures sont proches. Regardez, ça se décale du côté de la voiture numéro 64, la Ford GT40 grise de Cottingham et Twyman. Qui prend la tête. Attention, la 8, ouais, elle tentait de se rattraper après avoir perdu 2 places tout à l'heure. Bon, il choisit de passer dans le bac plutôt que de faire le tour des murs de pneus. Il est passé dans le bac à gravier. Il s'est loupé au freinage de la 2e chicane, David Hart. Regardez, alors bagarre à tous les niveaux. Là, il essaie de se faufiler au milieu. Il passe devant la Roadster, mais c'est trop tard pour freiner, évidemment. Il aurait pu se faufiler, la prendre à droite entre les pneus. Il choisit la gauche, le bac à gravier, mais il peut continuer. Attention, on a mis en slow zone la portion qui nous ramène sur la ligne droite des stands. On va voir ce qui est en train de se passer là. Les voitures n'y sont pas encore, loin de là. On se dirige vers le célèbre virage d'Indianapolis. À l'aspiration entre les deux Ford GT40 de tête. Et puis vous voyez derrière aussi autre bagarre pour la 3e place.
Si un jour vous venez au Mans, si jamais vous n'êtes pas venu au Mans, prenez le temps évidemment de faire le tour du circuit, d'aller dans des endroits accessibles en bord de piste. Et pourquoi pas de nuit aller à Indianapolis, ou entre chien et loup, quand le soleil va se coucher et que la nuit va apparaître, rendez-vous en bord de piste à Indianapolis. Vous vous régalerez du comportement des voitures et vous voyez que oui, on est sur de la compétition historique, mais aujourd'hui avec les moyens modernes de communication, on peut suivre la course en direct sur son téléphone dans les stands. Et notamment sur le mansclassique.com. Une demi-seconde. C'est pas les deux voitures qui se disputent la 3e position et c'est la même histoire pour les deux voitures de tête, la 64 et la 17 qui rentrent dans la slow zone. Alors attention, double drapeau jaune, vous l'avez vu, on ne se double pas à cet endroit-là. Et derrière, on est en troupeau multicolore et disparate, hein, avec des GT40, des Jaguareux, des petites barquettes de diverses origines. Une Porsche 904 ici en tête de ce groupe. Avec déjà des voitures qui occupent quasiment la moitié du circuit au bout du premier tour simplement. Comme on le dit, le peloton est en train de s'étirer. Ouais. Ça n'est pas qu'une image parce que effectivement entre maintenant Mulsanne et la ligne droite des stands, eh bien, on a des voitures. On n'est que dans le premier tour de cette épreuve. Il reste un petit peu plus de 38 minutes à disputer et on est sous régime de neutralisation dans la zone numéro 9, qui est celle dans laquelle les leaders de la course sont actuellement. Et voilà, au passage de la ligne d'arrivée, eh bien, la course est relancée avec les drapeaux verts et les duels, 2 duels pour la première place et la 3e place vont pouvoir repartir de plus belle. Attention là-haut, sous la chicane Dunlop. On peut l'imaginer sur ces kilomètres au ralenti, eh bien, les pneumatiques ont pu légèrement refroidir. Il faut être donc assez vigilant pour ne pas se faire piéger. En revanche, les leaders Cottingham et Twinman, ils ont déjà creusé un bel écart sur leur poursuivant Shaun Lynn, qui était vraiment dans un mouchoir il y a quelques minutes et qui maintenant compte une bonne quinzaine de longueurs de retard sur l'autre Ford GT40. La Roadster verte au train de la voiture de Guillermo Ferrao. Rui Macedo Silva et Pedro Macedo Silva sur la Ford GT40 Roadster. Ferrao qui aborde une MK1 qui tente de résister depuis maintenant quelques longues minutes aux attaques de l'équipage portugais. Je ne vois plus sur nos data la voiture numéro 65, celle dont Stéphane Ortelli, qui était avec nous il y a quelques minutes, partage le volant avec Albert Costa. Elle est en 32e position a priori, Marc, juste derrière la petite Lotus de Damien Koller. La voilà, elle est toujours là, tout va bien. Et ils ont gagné 3 places depuis le départ. Et ils sont 11 places devant l'équipage de la numéro 55, c'est-à-dire Jacques Nicolet et les frères Fillon. Alors là, on va vous donner les temps autour, hein. Vous savez que le chronomètre va tomber par rapport au plateau précédent. À chaque fois qu'on gagne quelques années, le chrono tombe. On vous a fait hier l'historique des records de vitesse sur ce circuit du Mans. Les premières années où on franchissait les 130, puis les 150, puis les 200 km/h de moyenne. On a revécu vraiment dans ce week-end avec ce musée à ciel ouvert, comme vous aimez à le dire, Frédéric, toute l'histoire des 24 heures du Mans, y compris avec la parade des Legends, donc qui nous a permis de voir en piste des voitures jusqu'à 2014.
des 905, victorieuse en 92 et 93 avec le fameux triplé, avec Eric Maris notamment au volant de l'une d'entre elles. La Toyota GT1 avec Emmanuel Collard, Norman Nato, les Audi, la Peugeot 908. On est venu vraiment au plus près de l'histoire contemporaine de ces 24 heures du Mans dans cette démonstration. Et ce week-end aura donc ouvert 90 ans de l'histoire des 24 heures. Et là voilà la Lotus Elan numéro 55 de Jacques Nicolet et de Pierre et François Fillon, qui est en explication pour la 42e place avec une Porsche et qui a, semble-t-il, pris l'avantage. Voilà, c'est fait. La Porsche de Firmenich et Monet. Il a la portière ouverte, Sean Lynn, regardez. Ah, attention. C'est une maladie chronique sur les Ford Oui. GT40 ce week-end d'avoir une opération porte ouverte. Voilà la voiture de Rolgot et Stuart Hall qui a connu cette petite mésaventure. Donc au fond des stands, les autres pilotes des autres plateaux ou les équipiers peut-être sont en train de se préparer pour prendre le relais dans quelques minutes dès que la fenêtre d'arrêt au stand sera ouverte. Une Alpine, il y avait énormément d'Alpines avec les clubs présentes ici sur le circuit Bugatti, sur les pelouses. Énormément de fans pour découvrir ces voitures anciennes et la nouvelle A110. Et dans l'histoire, il y avait la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'époque, qui présentait des A106, des A108, A110, des GT4 et puis même des Alpines construites sous licence à l'étranger. C'était de vraies Alpines construites en Espagne, en Bulgarie. Il y avait la Bulgare Alpine qui est ici, je crois que c'est un modèle unique. Même des voitures fabriquées au Mexique et au Brésil sous licence Alpine. Il y a même une A108 cabriolet, également un modèle unique qui a été présenté ce week-end et que les fans de la marque ont pu découvrir. Et voilà la numéro 17 de Sean Lynn qui était parti pourtant aux avant-postes et qui rentre à son stand. Alors, est-ce que c'est que, entre guillemets, la portière qui est ouverte qui a perturbé le pilote, ou est-ce qu'il y a un problème parce qu'il avait quand même bien rétrogradé? Il était 6e tout à l'heure au moment où on l'a vu en piste avec cette portière gauche ouverte. Ils n'ont pas pu hier louper le fait que sur la numéro 8 du gaffeur n'a pas suffi pour la refermer. Et puis là, côté passager, ce serait plutôt dangereux de refermer la portière au gaffeur. On a vu que le mécanicien avait pas eu trop de mal à la refermer a priori. Ouais, a priori pas de gaffeur, elle repart. Et la numéro 21 qu'on venait de voir en difficulté, la voiture de Rolgut, qui à son tour rentre au stand au moment où Sean Lynn les quitte. Sean Lynn qui aurait pu tirer son épingle du jeu pour la victoire finale, hein. Il était 2e de la première course, 4e de la deuxième. C'était très serré, il était 4e à 14 secondes simplement de la victoire. Il pouvait prétendre au moins à un podium, pourquoi pas à la victoire finale. Maintenant, ça va peut-être se diriger vers la numéro 61. Que voici, la rouge. Ça fait ses affaires en tout cas. Elle occupe la 2e position de la course avec Diego Ferraro à son volant. Il est 12 secondes derrière le leader. Numéro 64 emmené par l'équipage Cottingham-Twyman. Mais rien n'est fait pour sa 2e place puisque derrière, vous voyez la 18 qui est vraiment collée dans les échappements de la rouge. Ces deux voitures étaient d'ailleurs en confrontation également dans la première course hier. Alors qu'on est en train d'intervenir sur la voiture de Rolgut et Stuart Hall a priori. Un problème de train avant. Ouais. Peut-être du jeu, un jeu inquiétant pourrait être les prémices de ce qu'on a vu. Voilà, très gros tête à queue pour cette Cobra. Qui s'en sort bien. Numéro 71. Elle n'a tapé ni sur la première pirouette, ni lorsqu'elle s'est retrouvée en marche arrière en repartant vers le rail. C'est la voiture de Charles Firmenich, le pilote suisse, Shelby Cobra 289. Alors tout à l'heure, c'était... Ah, décidément. Ici la Porsche 57 de Francisco Carneiro, Joao Cañas et Hipólito Pires, les Portugais.
Oui, tout à l'heure, Stéphane Ortelli, dans son intervention, nous a expliqué le maniement de ces voitures historiques, et notamment la descente des rapports de vitesse, le fait de bien décomposer, de bien soigner la mécanique. Regardez ce que font ces deux voitures lorsqu'elles abordent un freinage appuyé, et où vous sentez que leurs pilotes sont en train de rentrer les rapports. C'était manifeste à la chicane. On vivait ce moment avec eux. Et on sentait la mécanique vivre, elle aussi, sous le capot. Oui. On voit aussi nettement la glisse hein, sur ces voitures. Les Ford qui glissent dans les virages Porsche. Voilà les pilotes de la Porsche que l'on a vu tout à l'heure en train vraisemblablement d'abandonner au bord du circuit. Alors que la lutte fait toujours rage entre la GT40 et le Roadster qui la poursuit. Au passage de la ligne, une demi-seconde toujours d'écart. Et le meilleur tour qui vient d'être signé par l'homme de tête Cottingham au volant de la 64. Il a tourné en 4 minutes 30 secondes, 722 millièmes pour vos petites tablettes comme hier. On vous donne les tours au millième près. 4, 30, 722 dans le troisième tour de course. Et il a désormais 15 secondes d'avance sur son poursuivant immédiat. Alors rappelons-le, dans les 3 ou 4 minutes qui viennent, la fenêtre de passage au stand va s'ouvrir. Ce qui va peut-être redistribuer les cartes pour la fin de course. Il suffisait de le demander. Bien vu. On retrouve la Jaguar de la Journade, ancien vainqueur du Tour Auto, qui est en explication avec cette ISO A3C Griffo, celle de Steve Brooks. Le numéro 54, Jean-Pierre Lajournade, qui est en chasse de la petite italienne. Petite, c'est peut-être un grand mot, puisqu'avec un moteur d'une cylindrée supérieure à 5 litres, il y a quand même de la puissance sous le capot. C'est la voiture de la tête, course. Exact. Ce bossage au-dessus de la tête du pilote, typique de la Ford GT40. On vous rappelle que 40, ça correspond à 40 pouces, l'unité de mesure employée par les Britanniques et les Américains en l'occurrence. Ça fait 1,02 m, c'est la hauteur de la voiture. Ça a toujours été très frappant. Les dimensions, les proportions de cette magnifique voiture de course. Et vous voyez que le leader vient de sortir de l'image et que les deuxièmes et troisièmes, qui ne se lâchent toujours pas, viennent d'y rentrer. Ils naviguent à 15-16 secondes derrière. La Ford GT40 qui est donc l'arme de la vengeance de Ford, hein. On en parlait hier. Cette fameuse tractation secrète entre Enzo Ferrari et la famille Ford qui, à l'époque, souhaitait racheter la Scuderia. Ferrari qui était convaincu qu'il fallait s'allier à un grand groupe pour faire survivre sa petite marque à l'époque. Qui a mené ces tractations très loin, peut-être d'une façon très rusée, car il est assez vraisemblable que dès le début il savait qu'il ne vendrait pas à Ford, mais il a quand même voulu savoir jusqu'où il pourrait aller, quelle proposition il pourrait lui faire. Et lorsqu'il a claqué la porte des négociations, on va dire de façon un petit peu cavalière, certes, Cavaliere. eh bien, du côté des Américains, on a pris la mouche et ordre a été donné d'aller damer le pion à ces Italiens sur leur propre terrain, c'est-à-dire celui des 24 heures du Mans. Et c'est pour cette raison qu'on a vu apparaître
petit à petit dans différentes versions, les Ford GT40 qui ont mis du temps pour se mettre au niveau des Ferrari et qui en 1966 commençaient à inverser la vapeur en réalisant ce fameux triplé historique avec les GT40 et puis qui ensuite ont marqué de leur empreinte les années suivantes et les éditions suivantes des 24 heures du Mans. Ouais, Ford qui vient du coup prendre la température en 1964 alors que la 64 précisément, la voiture du leader, rentre au stand avec Cottingham à son volant. Et une petite Porsche 906 Carrera 6 à l'écran, celle de Sabino Ventura que l'on suivait depuis quelques instants. Alors on est un peu à l'inverse de la stratégie qui a été développée hier par Cottingham et Twyman. Ils avaient été les derniers à rentrer et aujourd'hui ils sont les premiers. Et on perd pas de temps dans l'allée des stands. Juste avant le point de freinage pour le panneau 60 km/h. La 8 également avec Hart rentre au stand. Au contraire donc des 61 et 18 qui elles ne sont pas passées encore changées de pilote. Et donc elles se retrouvent en tête pour l'instant avec Ferrao et Macedo. Explication entre la 61 et la 18. Vous les voyez à droite de l'image. Cette portière très particulière de la GT40 qui englobe le toit jusqu'à un arceau central. Attention, on respecte le temps minimum. Et on l'a relâché. En prenant un petit peu de risque quand même. Il faut creuser l'écart. On va voir ce que ça va donner pour ces deux voitures. Mais vraisemblablement derrière, elles se retrouveront de nouveau au deuxième et troisième position derrière la 64. Vous vous rendez compte, hein, on disait que c'était encore l'époque Ferrari, cette époque-là. En 62, il y a 15 Ferrari qui sont au départ des 24 heures du Mans. Avec les nouvelles Testarossa, les 330. Voilà, C'était le jardin de la Scuderia. En Formule 1, on appellerait ça un unsafe release et on mettrait une pénalité. Mais nous sommes en historique. Heureusement. Nous sommes au Mans classique, heureusement. Et à cette époque-là, on donnait le départ à 16 h d'ailleurs. Depuis, le départ a été annoncé aux alentours des 15 h, sauf événement particulier comme c'est le cas pour la Coupe du Monde de football, quand elle se déroulait en France en 1998. Si je ne m'abuse, cette année-là, on avait décalé le départ en raison d'un match. Et toujours la bagarre qui est devenue la bagarre pour la tête de course entre la GT40 61 et le Roadster de Macedo da Silva. Et il y a 7 dixièmes entre les deux voitures, ça se précise, tout en signalant qu'elles ne se sont pas encore arrêtées au stand. Et donc que leur bagarre pour la première place ne devrait pas durer bien longtemps, car elles vont devoir elles aussi observer cet arrêt. Les premiers pilotes qui ont mené les Ford aux avant-postes, là c'est en 65, parce qu'avant d'abandonner, les Ford étaient devant les Ferrari. Eh bien c'était Miles, McLaren et Chris Hammond. Vous vous rendez compte, face à eux c'était Surtees et Scarfiotti, Guichet Parks. Dans cet incroyable duel Ford-Ferrari, époque bénie de l'endurance. Ils avaient 40 secondes d'avance à 18 h. C'est-à-dire après 2 heures de course avant de connaître des difficultés et d'abandonner. C'était la déroute après vraiment des espoirs pour les Ford GT40 en début de course. Et l'année d'après, ils sont revenus. Et là, ils ont commencé à s'imposer, à triompher jusqu'à celle qu'on a appelée l'édition du siècle, 1967. La Porsche 906 Carrera 6 de Romain Rocher qui vient de repartir des stands. Jaguar type 3 litres 8 également au départ de ce plateau 4. Et toujours le couteau, le duel à couteau tiré entre les deux Ford GT40. L'avantage reste à Ferrao. Mais encore une fois, au terme de ce tour,
théoriquement, les deux voitures devraient s'arrêter, de même que la Shelby de Pierre-Alain France qui occupe la 3e place, ce qui devrait permettre à Cottingham et Twyman de retrouver la première position. Et il n'y en a qu'une qui rentre. La Roadster continue. Alors ça, c'est un vrai risque. Oula, Attention, en plus, elle il s'est s'est un loupée peu au loupé. freinage. Ouais. On l'a vu lever la main, le pilote. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce qu'il a eu un pépin ou est-ce qu'il en veut à la 61 lorsqu'elle est rentrée au dernier moment devant lui? Non, il n'y a pas de pépin. Il réaccélère parfaitement bien. Espérons pour lui, espérons pour le pilote qui prend la tête de la course. Voilà, Voilà, il levait la main. Ouais. lève Un la tour main. peut-être a-t-il signalé à son stand. Ouais, espérons pour lui que la fenêtre de passage au stand ne s'arrêtera pas. Voilà, là il fait déjà un premier signe. Oh, il n'y a pas non plus un gros coup de frein piégeux, mais ça l'a déconcentré. Et ouais. c'est ça qui fait qu'il a fait un tout droit dans le virage suivant. On a le sang Alors. chaud à bord de cette GT40 Roadster. Donc il est devant la Shelby numéro 70 désormais. Et on va surveiller où se trouvent en piste nos duettistes Cottingham, Twyman au volant de la numéro 64. Ça c'est la 61 qui est donc à son stand. Voiture de Ferrao. À l'heure actuelle, entre le leader et la première voiture classée à s'être déjà arrêtée au stand, eh bien, il y a 1 minute 19 secondes. Ça ne sera sans doute pas assez pour conserver la tête de la course. Ouais, et ça n'a pas l'air de tourner bien rond pour la 61 dans les stands. Hein. Vous voyez des bras s'agiter ou des bras ballants. Il y a quelque chose qui s'annonce pas très bien pour la voiture. En tout cas, la Roadster est en tête désormais. Déconcentration suite ou Belle glisse. pressé de boucler le tour du coup. Et je crois qu'il a ce tour pour essayer de creuser au maximum avant de rentrer au stand. Mais on a vu qu'il était en forte dérive un peu partout sur le circuit. Ouais, là, il donne tout ce qu'il peut. Est-ce qu'il a fait son premier secteur en 45 secondes 4? C'est un très bon temps pour cette voiture qui attaque. Allez, on sait jamais, il y a un Il joue podium son à aller bateau, hein. chercher. Il y a un Oui. coup à jouer, mais ça semble presque perdu d'avance. Hein. Une 19 de différentiel, ça laisse pas beaucoup de place au doute. Là Ça aussi. peut laisser la place à un duel de dernière partie de course, mais ça sera compliqué. Ouais, il y a au moins un podium sur cette manche à assurer. Pour la 18 de Rui Macedo Silva et Pedro Macedo Silva, les Portugais associés à Jonathan Brewin, le Britannique. La voiture date de 1965. Elle avait fait ses premiers essais aux mains de John Whitmore. C'est les anciens leaders, James Cottingham et Twyman, qui ont fait un petit tout droit, rien de bien grave. Elle est bien pour que Cottingham, quand il était au volant, il avait fait le meilleur tour en course. C'est peut-être plus difficile pour Twyman, c'est ce qu'on a souligné à plusieurs reprises lorsqu'on a un changement de pilote. On est peut-être un petit peu moins à l'aise au volant d'une voiture qui elle aussi fatigue peut-être. On est peut-être en train de jouer avec le feu à bord de cette GT40 Roadster, parce que la pit window, la fameuse fenêtre de passage au stand, elle est ouverte, mais ça ne va pas durer. Et en postponant, en retardant au maximum cet arrêt au stand, eh bien, on va peut-être se retrouver avec une fermeture imminente de la fenêtre d'arrêt au stand. Et c'est la porte ouverte à une dégringolade au classement, parce que la direction de course ne va pas les rater s'ils ont joué et qu'ils ont mal joué leur stratégie. Il faut espérer que la fenêtre reste ouverte encore un petit peu pour eux et aussi pour l'équipage de la 65, puisque Stéphane Ortelli est prêt au garage à prendre le relais et que la voiture n'est toujours pas rentrée. J'ai l'impression que le phénomène de portière qui s'ouvre a tendance à se reproduire, parce que j'ai cru voir sur la numéro 64, ici celle de Cottingham et Twyman, une main sortir par l'ouverture latérale. On ne peut pas appeler ça une passager, alors. fenêtre. C'est la porte d'eau. Ah non, c'est peut-être un tuyau d'aération ou quelque chose comme ça. Mais ça a Voilà. laissé penser qu'éventuellement il essayait de retenir sa portière pour éviter qu'elle s'ouvre.
ce qui n'était pas obligatoirement une position de conduite très confortable. Olé. Grosse glissade. Attention, ça Ça rentre rentre fort. Et là, il faut freiner pour respecter les 60 km/h. C'est le leader de la course qui est au stand. Et cette voiture, la numéro 64, maintenant, elle donne tout ce qu'elle peut pour repasser. A priori, elle devrait avoir un matelas d'une dizaine de secondes sur la 18 lorsque celle-ci ressortira du stand. Mais, a priori, on peut rencontrer du trafic, on peut rencontrer un souci. On ne sait pas s'il y a un petit souci de porte effectivement sur la 64 aussi. Non, c'était peut-être effectivement, vous savez, en cas de forte chaleur, on installe des tubes qui vont puiser de l'air frais à l'extérieur pour aérer l'habitacle. Et c'est vraisemblablement ça qui donne l'impression que le pilote est en train d'essayer de retenir sa portière. Voilà, on prend son temps dans le stand de la 18. De toute façon, il y a un temps minimal à respecter. Pendant ce temps-là, vous l'avez aperçu, la 64 cravache. Elle se rapproche de plus en plus. Chez les Macedo Silva, on a effectué le changement de pilote. La 64 est dans le dernier virage avant de prendre la ligne droite des stands. Regardez le tableau de bord avec les contacteurs des minimalistes sur une GT40 d'époque des années 60. Et voici donc un nouveau changement de leader avec l'équipage Cottingham Twyman qui récupère son bien. Nous sommes dans le 7e tour de course. On entre dans le 7e tour. À 13 minutes du but. Oui, effectivement, là on l'a bien vu, le tuyau, on le voit bien, cette prise d'air qui amène de l'air frais dans la mesure du possible à bord de ce cockpit. Alors, Cottingham et Twinman qui avaient signé une 3e place lors de la course de nuit, qui avaient en revanche été malchanceux lors de la première course. On l'avait vu en direct hier. Oula, c'est pas passé loin. Et une deuxième fois. Et fort heureusement, personne n'a touché cette Cobra en perdition. Attention, parce que nous avons une Porsche qui est carrément tankée maintenant. Elle ne sortira pas, ça c'est une certitude. Elle sortira jusqu'à l'essieu. Ouais. Elle est enterrée dans les graviers. Et on avait encore une voiture en perdition à droite, là, oui. Attention, il va falloir mettre au moins une zone sous drapeau jaune, voire deux. Là voici la voiture qui était bloquée. Numéro 9. Il s'agit d'une René Bonnet, une Jet de 1964 avec la famille Moreau, Antoine volant et Thierry Barrault également. Petit moteur là encore, un 1100 cm3 sur cette voiture. La Porsche 911, elle est posée sur son moteur à l'arrière et il va falloir au moins un Manitou pour la sortir de là parce que il faut absolument la soulever. Ouais. Tout le poids est bien planté dans le bac à gravier et oui voilà, il a tenté une marche arrière et sans doute encore une fois suivante une marche avant pour sortir et là voilà, il a creusé le trou. Bon, elle est hors trajectoire normalement, mais on met quand même une... Elle doit peut-être rester là, effectivement. Ah, alors slow zone ou pas slow zone? Slow zone, zone 2, effectivement, c'est-à-dire à cet endroit précisément. Et ça restera comme ça sans doute jusqu'à la fin de la course, puisqu'il sera difficile de dégager la voiture dans les 10 minutes qui restent à effectuer. Qui sous-entendrait peut-être une neutralisation plus importante. Voiture menée par un équipage français, Yvan Vercouter et Charles Rupp. Elle date de 1966. 6 cylindres en ligne flat, bien sûr, 2 litres à l'époque. Qu'est-ce donc? Un morceau de voiture? De voiture ou de cette Porsche peut-être? Ça ne ressemble pas à une pièce de Porsche, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est un élément qu'il aurait voulu éviter sur la piste et qui aurait causé sa le perte pilote, dans le bac à gravier? En tout cas, sa course à lui s'arrête là. La 61 poursuit sur le rythme qui lui permet de limiter l'écart pour l'instant avec la 64. La voici, la 61, la roue. 14 secondes derrière Cottingham Twyman, le logo Ferraro. Alors, que fait-on?
la slow zone. C'est de sortir la voiture. Alors elle a déjà des kilos là sur les quelques centimètres qu'elle a fait, mais surtout avec les roues qui motriçaient, il y a des kilos de gravier qui sont rentrés sous la carrosserie au niveau du moteur. Elle risque d'en ramasser quelques-uns supplémentaires, espérant que son pilote ne viendra pas déverser tout ça sur la piste. Ah, c'est sûr que dans ces situations-là, au premier freinage un peu brusque, ben, c'est un torrent de gravier qui risque de s'échapper de l'arrière de la 911. Oh, numéro 61 en difficulté. Numéro 61, il est deuxième de la course. Que lui est-il arrivé? Il est dans une échappatoire à Maison Blanche, semble-t-il, puisqu'on est là à l'abordage des virages Porsche. Un freinage au panneau trop tard. Raté, oui, et c'est sans doute 12 secondes de retard sur les leaders vont nettement augmenter au prochain passage d'une ligne de chronométrage. Alors, on venait de dire qu'il cravachait pour essayer de réduire l'écart. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Les commissaires du Mans dans leurs œuvres qui ont évacué la Porsche numéro 62. Il continue, ok, pas d'alerte supplémentaire sur la 61 qui vient de passer au niveau des stands. Les drapeaux bleus qui s'agitent là-haut, deux voitures arrivent dont l'une dépasse la première qui est attardée. Et un peu moins de confort à cause de son erreur de pilotage ou de sa défaillance de frein pour Ferrao qui maintenant voit la numéro 18 des Macedo Silva revenir. Alors il y a encore quand même une bonne poignée de secondes, 8 secondes et demie pour rattraper cette Ford GT40 écarlate, mais quand même un tout droit, tout simple, sans encombre a priori, de la Bizzarini qui reprend la piste sans trop de difficultés et sans avoir abîmé la voiture. On retrouve les leaders de la course qui emmènent sur un rythme assez soutenu, 4 minutes 39, 963 dans ce tour. Cottingham a signé un 4:30 722 dans le troisième tour qui est le tour le plus rapide en course pour l'instant. On n'amuse pas le terrain. Non, loin de là. Ce qui fait qu'a priori on aurait deux tours en incluant celui-ci peut-être pour conclure cette épreuve. Bizzarini, une autre dans ses œuvres ici à Mulsanne. Et vous avez vu la Porsche qui a repris la route après avoir été sortie du bac à sable, la numéro 62. Elle a pu reprendre la route, espérons qu'il leur a donné un coup de frein dans l'échappatoire avant de reprendre la piste pour évacuer les kilos de gravier. Sinon, ça pourra piéger quelqu'un. Et il n'y a plus que 2 secondes 7 ou même un changement de position, pardon, pour le roadster Ford GT40 de Macedo Silva, Rui et Pedro, puisque la 51 figure maintenant en 3e position. La 51, c'est la Ford GT40 de Grant Tromans et Richard Midden qui a pris l'avantage. La voici. Et qui occupe la 3e place maintenant. Alors il y a une bonne grosse poignée de secondes entre les 3 premiers à cet instant précis, alors qu'il reste un tout petit peu plus de 5 minutes à effectuer dans cette épreuve ultime du plateau 4. 26 secondes entre le premier et le deuxième et 18 secondes entre la numéro 61 de Ferrao et cette voiture, la numéro 51 qui vient de prendre la 3e place et qui est assez rapide par rapport à la GT40 rouge de Ferrao, puisqu'elle a repris 2 secondes pleines dans le deuxième secteur et encore un peu plus d'1 seconde dans le premier secteur, avec maintenant 6 secondes 7 d'écart avec son poursuivant.
et moins de 17 secondes pour son prédécesseur, son devancier. On s'en sort bien parfois. Elle évoque vraiment cette époque bénie, hein, avec cette grande bande de couleurs au milieu de la voiture. Les Porsche, les Ford étaient comme ça à cette époque-là, avec cette numéro 51 qui évoque, et par sa décoration et par l'équipe, un châssis qui avait été accidenté à Sebring en 1966, un châssis de GT40. Il faut se rappeler que ces voitures, à l'époque déjà, elles voyageaient dans le monde entier. Elles allaient sur des pistes de Sebring. Et aujourd'hui, on dit que Sebring, c'est pas un champ de mine, mais c'est Bosley. Il y a 40 natures d'asphalte différentes. Ça change de tout au tout. Il y a des raccords terribles pour les voitures, etc. Dites-vous bien qu'à l'époque, c'était pire. C'était pire. Et ces voitures roulaient à Sebring, elles roulaient au Mans. Le week-end d'après, elles étaient emmenées à Reims, tiens, après le Mans, pour disputer une épreuve de 1000 km. Et puis on revenait à Montlhéry. Et puis on repartait à l'étranger, ou on descendait à Monza, pourquoi pas. Ça roulait sur les plus grands circuits du monde. La légende, elle vient et des voitures, et de leurs pilotes, et des circuits sur lesquels ces bijoux se sont illustrés. Et on fait rêver. Avec leur philosophie différente, encore une fois, le muscle, le côté américain. Et la légèreté, l'élégance, côté italien et français. Ah, en dessin, la GT40 était élégante. C'est vrai. Mais elle restait bestiale quand même, ce que n'avaient pas obligatoirement les voitures européennes. C'est vrai que ça en impose une Ford GT40. On le voit immédiatement quand on est sur les routes du Tour Auto par exemple, et que ces voitures sortent un peu du cadre des circuits pour circuler sur les routes ouvertes. Et on voit que le public se masse, mais en milliers au bord des routes, pour aller voir d'un peu plus près ces monstres de compétition des années 60. L'écart est stable entre les trois premiers, même si la numéro 51 de Tromans et Midden remonte Attention, un tout le petit leader peu. qui se loupe à la chicane. Bon, c'est pas bien grave, Non. en espérant que ce ne soit pas le signe d'une avarie plus importante. Souvenez-vous, c'était quasiment ce qui lui était arrivé lors de la première course. Il a mené de la tête et des épaules depuis le départ quasiment, et il s'est complètement effondré dans les derniers tours. On l'a senti remettre le pied à la tôle, hein, à la sortie de la chicane. Une fois la frayeur du freinage loupé passé, apparemment ça va, il est reparti à fond. Alors, il a un petit matelas de 30 secondes d'avance qui s'est sans doute un tout petit peu réduit à cause de cet écart de trajectoire, mais il n'y a pas vraiment péril en la demeure pour la première place de Cottingham et Twyman. Pedal to the metal, comme disaient à l'époque les Britanniques et les Américains en l'occurrence. À fond. En revanche, non, ça va. De face, pas d'alerte. J'avais cru voir un petit dégagement de fumée sur le plan de l'arrière. On a l'impression de l'arrière qu'il y a un dégagement de fumée, effectivement, Marc. Mais est-ce que c'est la luminosité Là, il y en a un vrai. Il y a beaucoup de soleil sur le circuit. Est-ce que c'est la luminosité de la piste qui donne cette impression? Mustang au ralenti. Est-ce que c'est un problème mécanique? Est-ce que c'est un pneu qui touche la carrosserie? En tout cas, la voiture s'arrête. Elle n'ira pas plus loin dans ce dernier tour de course du plateau 4. Avec, tiens donc, une berlinette. Et il faut surveiller peut-être pour la 4e place le retour de Ludovic Caron derrière la Ford GT40 numéro 18. Vous savez, le roadster vert qui était en bagarre pour le podium tout à l'heure. Ludovic Caron a l'air de remonter assez fort derrière cette Ford GT40 et pourrait aller peut-être insérer sa Cobra dans le top 5. Figure à la Dunlop, suite. Bizzarini, suite. Bizzarini, vous avez dit Bizzarini. Je l'ai prononcé à la française. Bizzarini. D'accord. Alors là. Allez, notre leader de cette troisième et dernière course qui va bientôt en terminer. Oui, confirmation, plus qu'une seconde 2 entre Ludovic Caron et les frères Macedo Silva.
pour la 4e place du classement général. Alors que le leader va bientôt couper la ligne d'arrivée. On est prêt à l'accueillir. Ouh, attention. Point trop l'info quand même. La sortie des virages Porsche. On se rapproche du raccordement et normalement, hein, je m'avance un peu, mais au classement général cumulé de ce Le Mans Classique 2018 groupe 4, plateau 4, je pense que c'est la numéro 61, la voiture rouge qui devrait s'imposer. On attendra l'officialisation du classement. En tout cas, la 64 monte pour la 2e fois sur le podium et cette fois-ci, c'est sur la plus haute marche que Cottingham et Twyman terminent donc cette ultime course de ce plateau 4. Et voici ceux qui vont prendre la 2e place, comme hier en 2e course, cette nuit même. Hier, ils ont remporté la première manche et donc ils vont remporter le général selon toute probabilité. La numéro 61 de Diogo Ferraro, encore une Ford GT40. Ah, une petite alerte du côté de la voiture de Troman Smiden et O'Connell. Mais ça va, on franchit la ligne pour un nouveau triplé donc. Un nouveau triplé Ford dans cette épreuve. Et donc Ludovic Caron effectivement a dérobé la 4e place à Macedo Silva. Le GT40 Roadster vert que l'on voyait à la lutte tout à l'heure. Ça nous place une AC Cobra dans le top 5 et ça casse un petit peu l'hégémonie des Ford GT40. La voici qui franchit la ligne. Elle avait fait le podium hier hein, sur la course 1. Cette AC Cobra, cette Shelby. Là, c'est le pilote lui-même qui ouvrait sa portière. Vous l'avez vu. Il n'y a pas d'avarie sur la numéro 51 qui monte sur le podium de cette ultime manche. Ils ont pris là encore tous beaucoup de plaisir. La voici la Roadster qui en termine à la 5e position devant Sean Lynn hein, qui du coup s'est fait discret pendant la course. C'est pas son habitude pourtant, Non. parce qu'il a plutôt tendance à être fougueux, à avoir le sang chaud, le pilote britannique. Et il a peut-être encore une fois subi des problèmes techniques qui ne l'ont pas autorisé à défendre ses chances jusqu'au bout. L'ambiance de ce plateau 4 et de cette course qui a vu la victoire de James Cottingham et de son équipier Twyman sur la Ford GT40 64. Et puis la numéro 61 pilotée par Diogo Ferraro qui termine 2e devant l'équipage Troman Smiden O'Connell, lui aussi embarqué sur une Ford GT40. À la 4e place,
la Cobra de Ludovic Caron et le Roadster Ford GT40 de Macedo Silva, les frères à la 5e place.